Aujourd'hui, direction le lac Titicaca. Pour cela, il faut remonter sur El Alto, la partie haute de la ville située à 4100 mètres d'altitude. C'est ici que vit l'essentiel de la population indienne de la ville. Tous les matins, des flux de travailleurs descendent dans le centre au moyen de ces mini-taxis collectifs, occasionnant des embouteillages monstres. Sur les abords de La Paz, ce sont les petits commerces qui jalonnent la route. Nous sommes sur la route de la frontière péruvienne et ici transitent beaucoup de marchandises de contrebande en provenance d'Amérique centrale. La périphérie de la ville n'est qu'une succession de petits marchés locaux où les Indiens vendent leur production dans une atmosphère multicolore et très pittoresque. Une fois dans la campagne, on découvre à perte de vue une succession de petites maisons en terre, régulièrement espacées, entourées de leurs parcelles de culture, avec en fond la cordillère royale toujours aussi majestueuse. Enfin, le lac Titicaca. Ce lac, au nom simple à retenir, que tout le monde connaît et que peu savent situer sur une carte, est devant nous. Puerto Pérez, c'est le nom du petit village duquel nous partirons pour une navigation sur le lac. L'endroit est animé et des écoliers font la queue pour faire un tour sur de drôles de pédalos aux formes de cygnes un peu kitsch. Du haut de ses 3800 mètres, le lac Titicaca est le plus haut lac navigable au monde. Et avec ses 13 000 km², c'est aussi l'un des plus grands d'Amérique du Sud. Partagé à moitié par la frontière entre le Pérou et la Bolivie, ce lac est exceptionnel à plus d'un titre. Tout d'abord, sa formation. Il s'agirait d'un bras de mer qui, soulevé par le plissement des Andes, aurait formé un lac géant d'altitude. Au cours des millénaires, ce lac se serait divisé en deux, donnant naissance au lac actuel et, par assèchement de l'autre partie, au Salar d'Uyuni. La faune aquatique du lac est tout aussi curieuse. On y trouve notamment des hippocampes et autres poissons d'origine marine qui, avec les millénaires, se sont acclimatés à l'eau douce. Débarquement sur l'île de Pariti, dans le petit hameau de Cumana. La population est essentiellement agricole et la plupart du temps est employée au ramassage des roseaux pour nourrir le bétail. Pourtant,
Ce minuscule point sur la carte a été le lieu de découverte archéologique de tout premier ordre. Pour preuve, un petit musée empli de poteries précolombiennes de toute beauté. Bon, voilà ce qui fait l'histoire. En fin d'après-midi, retour vers La Paz, avec dans les yeux toutes les images de ce merveilleux endroit. Aujourd'hui, départ de La Paz au petit matin pour rejoindre l'altiplano chilien. Ces bâtisses carrées en terre crue sont des chulpars, des sépultures aymara. À l'intérieur de chacune d'entre elles, la momie d'un chef religieux, en position fétale, tournée vers l'est, regarde le soleil levant pour l'éternité. Tout un symbole. Un arrêt à la chapelle Sixtine de l'Altiplano. Cette église coloniale, construite en 1600 et déclarée monument national bolivien, est célèbre pour ses fresques murales représentant des passages de la Bible. Le volcan Nevado Sarama marque la proximité de la frontière chilienne. Du haut de ses 6542 mètres, c'est le plus haut sommet de la Bolivie. Les pentes du volcan abritent de petits bosquets d'arbrisseaux appelés queñuas, poussant à 5200 mètres et lui attribuant le titre de plus haute forêt d'altitude au monde. Lors du passage du poste frontière de Tambo Quemado, nous sommes effarés de voir une file de camions chiliens de plusieurs kilomètres attendant leur tour des jours durant pour acquitter leurs formalités douanières. Nous
pénétrons dans le parc national Lauca. Les deux volcans jumeaux, Parinacota et Pomerape, nous accueillent. De l'autre côté, c'est le volcan Gualatir en éruption qui crache ses fumerolles. À nos pieds, le lac Chungara. Le panorama est incroyable. Il n'y a que le vent glacial pour nous rappeler que nous sommes à 4600 mètres d'altitude et nous faire redescendre sur Terre. Les berges du lac abritent de nombreuses espèces d'oiseaux, comme le foulque géant, l'ibis noir, un migrateur de passage, et l'oie des Andes, une oie qui se maintient tout l'été sur les hauts plateaux andins et redescend dans les vallées pour l'hiver. Continuation vers la laguna Kota-Kotani, berceau du rio Lauca qui donne son nom au parc. Dernière étape de cette journée, la visite de l'église de Parinacota. Le nom de ce petit village du toit du monde, à 4400 mètres d'altitude, vient de Parina, le flamand rose en aymara, ce qui donne Parinacota, l'endroit des flamands. Classé monument historique, Parinacota fut une étape de transhumance des troupeaux entre Arica et Potosi. L'endroit est presque toujours désert et il possède une jolie église toute blanche du XVIIe siècle. Le soleil se lève sur Poutre. Nous allons quitter à regret ce confortable hôtel, son petit chat et ses parterres fleuris pour prendre la route d'Arica. De la route, nous découvrons un joli panorama de la ville de Poutre que nous n'avons pas pu voir la veille car il faisait nuit. Premier arrêt dans le village de Socoroma, un petit village agricole de 130 âmes, bien à l'abri au milieu des montagnes. Son microclimat permet de cultiver de la luzerne, de l'origan et quelques fruits et légumes. Les collines alentour regorgent de plantes aromatiques utilisées en médecine traditionnelle. Après avoir traversé un bois d'eucalyptus, la vue d'un colibri en train de butiner des fleurs nous surprend. L'église San Francisco date de 1540. C'est une bâtisse en adobe avec portail en pierre et toiture en herbe de la Punya. C'est le lieu de fêtes religieuses très populaire dans la région, comme la Saint-François d'Assise en octobre, ou plus drôle, la Pachayampe, la fête de la pomme de terre en novembre. Deuxième arrêt, le tambo de Zapahuira, un ancien comptoir du XIIIe siècle. Ces quelques bâtiments en pierre, situés en plein désert, sont des relais pré-inca. On pouvait acheter de la marchandise manufacturée ou de la nourriture et surtout se ravitailler en eau, une étape incontournable de la route de Poutre à Arica. Placée sur un éperon rocheux, la Pucara de Copaquila est une place forte pré-inca du 7e siècle. Son double mur d'enceinte en pierre, doublé d'environ 400 petites enceintes circulaires, en ont fait une forteresse imprenable durant les invasions incas.
descendant sur Arica, passage par le col de Los Cardones, un endroit désertique où seuls quelques cactus arrivent à survivre. Continuation de la descente dans la vallée d'Azapa, un cordon de verdure au milieu d'un océan de pierre. Le contraste est saisissant. Visite au musée de Azapa. Nous pourrons découvrir la momie Chinchorro, la plus ancienne momie au monde. Nous arrivons à Arica en découvrant la ville par son point culminant, le Morro de Arica, un haut lieu historique lors de la guerre entre le Pérou et le Chili en 1880. La vue est magnifique, on embrasse d'un seul regard le port et toute l'agglomération, avec en fond l'océan Pacifique. Descente dans le centre-ville, une curiosité, l'église Eiffel du constructeur de la tour du même nom. Toute d'acier riveté, elle est magnifique, mais hélas assez peu fréquentée, car dans l'enceinte métallique, il y fait une chaleur épouvantable. Autre haut lieu de Arica, la gare. Maintenant désaffectée, elle a connu ses heures de gloire en début de siècle, transportant marchandises et passagers jusqu'à La Paz, passant des cols à 4300 mètres grâce à cette locomotive vapeur à crémaillère. Nous finirons la journée par la visite du port de pêche, où quelques pélicans prennent la pause. Un peu plus loin, ce sont des phoques qui attendent leur pitance. Ainsi s'achève la journée sur Arica. Demain, il va falloir se lever très tôt à 1 h du matin pour prendre l'avion pour Santiago du Chili. Arrivés sous la pluie, nous quittons Santiago en direction de la côte. Le ciel s'éclaircit et nous arrivons dans la principale région de culture des fruits et de la vigne du Chili. Avec ses 150 domaines viticoles de renom, le Chili est surtout réputé pour ses vins rouges, mais il produit également d'excellents chardonnays et sauvignons blancs. C'est aussi le plus gros exportateur de fruits de l'hémisphère sud. Nous voici à Valparaiso. L'unique évocation de ce nom fait déjà rêver d'aventure. Ce sont les Espagnols, en 1541, qui la nommèrent ainsi, Valparaíso, le Val du Paradis en espagnol. Les maisons multicolores, accrochées aux collines avec leurs rues en pente, donnent à la ville tout son charme. Dans les beaux quartiers, de magnifiques bâtisses en bois attestent de sa gloire passée. En effet, avant le XIXe siècle, Valparaiso était une ville prospère. Son port marchand était la plaque tournante du commerce du guano du Chili, qui servait comme engrais agricole en Europe. Seul engrais connu à l'époque, cette denrée valait de l'or.
Une curiosité, los ascensores, des funiculaires qui permettent de desservir les habitations situées à flanc de colline. Aussi poussif que charmant, la courte montée dans les ascenseurs, de métal et de bois au plancher grinçant, est un must pour les touristes. Difficile de s'imaginer, en voyant le port de Valparaiso, que c'est ici que s'est écrit l'histoire mythique des Caporniers. Ces immenses bateaux à voile, à 3 ou 4 mâts, partaient d'Europe avec leurs cales remplies de charbon, passaient le Cap Horn et après 66 jours de mer faisaient escale ici. Puis repartaient en sens inverse avec leurs cales remplies de guano du Chili. Cette épopée maritime prit fin avec la construction du canal de Panama et l'arrivée des bateaux à vapeur. Surnommée la ville des jardins en raison de ses nombreux espaces verts, Viña del Mar est une station balnéaire proche de Valparaiso. Elle offre de grandes plages ainsi que de somptueux palais construits par les riches armateurs du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est le lieu de villégiature des habitants de Santiago. Le long de la côte, sur les récifs rocheux, on peut observer de nombreux otaries ainsi que des pélicans. Et c'est le regard tourné vers l'immensité du Pacifique que nous terminons avec regret notre périple. Demain, nous reprendrons l'avion vers la France et nos montagnes, les yeux remplis de toutes ces merveilles que nous avons pu contempler durant ce voyage. Si je devais dire qu'une chose, quelle aventure, et vivement la prochaine!